La Banque d'Israël a publié en fait un rapport selon lequel le coût du troisième confinement devrait s'évaluer à 2,5 milliards de shekels par semaine. Judith Kahn, bonjour. Bonjour Olivier, comment allez-vous? Très bien, merci d'être avec nous ce matin, Judith Kahn. Vous êtes professeur d'économie à la Michlelet Hadassah et PDG de la société Meshkanta. Et on va essayer d'analyser avec vous les conséquences économiques de ce troisième confinement. Mais je voudrais commencer par savoir si on a déjà des résultats, en tout cas des conséquences économiques des deux premiers confinements, Judith. Oui, bien sûr. Alors, quand on fait l'évaluation du prix des premiers confinements, on s'attache d'abord aux coûts directs. Et les coûts directs, c'est la perte de produits nationaux qui ont été élevés. Et puis, il y a aussi tous les coûts indirects, si vous voulez, dont nous parlerons plus tard. Alors, nous savons que le coût du premier confinement s'est évalué à 5,4 milliards de shekels par semaine de confinement. Il a été extrêmement important. Par contre, lorsqu'on regarde le deuxième confinement, l'effet a été bien moins important puisqu'il s'est évalué seulement à 3,2 milliards de shekels. Alors, les explications sont diverses. Tout d'abord, il faut savoir que les entreprises se sont adaptées au travail à distance. Donc, il y a eu plus d'entreprises qui ont travaillé au cours du deuxième confinement par rapport au premier confinement. Et puis aussi, il faut dire que la discipline, ou en tout cas la volonté des particuliers, des entreprises de suivre les ordonnances ont été amoindries. Alors, comment on calcule? On arrive vraiment à des chiffres importants, 5,4 milliards pour le premier confinement. Comment on calcule ces chiffres? Comment on arrive à ces chiffres, Judith? Eh bien, en fait, on regarde simplement l'activité qui n'a pas lieu. On prend tous les secteurs d'activité et on voit en fait le nombre d'entreprises qui vont être fermées et qui ne vont pas produire pendant la période du confinement. C'est comme ça qu'on évalue la perte de produits national bruts. Maintenant, il faut savoir qu'il y a tous les coûts indirects qui se rajoutent à ces coûts-là, qui sont beaucoup plus importants. Par exemple, les allocations chômage qui sont payées par l'État, l'aide qui va être apportée aux entreprises. Vous avez aussi les coûts en termes de santé, de tous ces traitements qui ont été reportés, par exemple, qui peuvent aussi avoir une influence sur la capacité de travailler. Vous avez les faillites d'entreprises, parce que les entreprises qui arrêtent de travailler pendant le confinement ne vont pas forcément reprendre leur activité après le confinement. Donc, tous ces coûts-là peuvent doubler, si ce n'est tripler, le coût en fait de l'arrêt d'activité. Ok. Alors, est-ce que donc Israël est rentré déjà depuis hier 17h dans son troisième confinement? Est-ce qu'on a déjà fait des prévisions concernant les dégâts économiques de ce troisième confinement? Alors oui, la Banque d'Israël a publié en fait un rapport selon lequel le coût du troisième confinement devrait s'évaluer à 2,5 milliards de shekels par semaine. Donc on voit que de confinement en confinement, le coût de perte de produits nationaux est à la baisse. Simplement, le confinement peut durer jusqu'à 4 semaines. Et à nouveau, nous prenons en compte que les coûts directs, ce qui est extrêmement préoccupant. Il faut savoir aussi que par rapport au deuxième confinement, lorsqu'on parle d'une perte de produits de 3,2 milliards, le deuxième confinement a eu lieu en période de fête. Donc déjà, l'activité économique du pays était réduite. Là, on ne parle absolument pas d'une période de fête, on parle d'une période où l'activité est très dynamique normalement. Donc l'effet cumulé pourrait être désastreux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à ce troisième confinement. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus fragiles que les autres dans ces dégâts économiques causés par le confinement? Alors oui, certainement. Il faut savoir qu'en fait, tous les secteurs des services ont été les secteurs qui ont été les plus touchés. Et quand on parle de services, on parle forcément de restauration, de tourisme, on parle aussi de culture et les activités commerciales, bien que certaines activités commerciales ont réussi à faire de la vente à distance. Donc ça, ce sont les secteurs qui ont été le plus touchés. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des secteurs qui ont été renforcés. Le corona n'a pas fait du mal à tout le monde. Les inégalités entre les entreprises se sont creusées. Donc, si on regarde les secteurs de la haute technologie, si on regarde les secteurs financiers, on voit qu'il y a eu une adaptation, si vous voulez, au travail à distance et que ces secteurs-là se sont renforcés. Donc, on a une augmentation, si vous voulez, des écarts à la fois salariaux et à la fois de survie, si vous voulez, d'entreprises en fonction des secteurs et de la grandeur des entreprises aussi. Il faut savoir que les grandes entreprises
ont réussi à traverser la crise et l'essentiel des faillites se concentre sur les petites et moyennes entreprises en deçà de 100 employés. C'est-à-dire qu'il y a certains secteurs qui quand même réussissent à se renforcer même pendant cette période de crise? Exactement, exactement. Si vous regardez par exemple le secteur des universités et de l'éducation à distance, eh ben, nous avons eu sur tout le pays en fait beaucoup plus d'inscrits à l'université parce qu'en cette période de crise, il est plus facile d'étudier de la maison et le marché du travail n'est pas très attractif. Donc vous avez beaucoup de particuliers qui ont décidé de faire un premier cycle, un deuxième cycle, une formation pour se préparer à l'après-corona. Donc par exemple, dans le secteur de l'éducation, nous avons un relan d'activité. Dans le secteur financier aussi, Oui. parce que beaucoup de personnes ont dû prendre des crédits, geler leurs crédits, faire un rachat de crédit. Donc là aussi, on a eu un renouveau d'activité. La grande distribution aussi, les grands magasins d'alimentation? L'alimentation, bien sûr. Donc, parmi les secteurs de distribution, l'alimentation s'est renforcée. Et toutes ces entreprises qui ont réussi en fait à faire de la vente par distance aussi, se sont énormément renforcées. Alors, un des indices importants, justement, lorsqu'on analyse ces conséquences économiques de ce confinement, c'est aussi le taux de chômage. Où on en est par rapport au nombre de chômeurs en Israël à l'entrée de ce troisième confinement? Alors, si on regarde un petit peu les données de façon avec une perspective un petit peu historique, si vous voulez, avant la crise du corona, on était à des taux de chômage d'environ 3%. Donc, l'économie israélienne était très fière de ces taux de chômage extrêmement bas. Le plein emploi, oui. Voilà. Maintenant, si on regarde en fait les taux de chômage en juillet sont arrivés d'abord, on va commencer par mars-avril. En mars-avril, on était à 35% de chômage, ce qui était énorme. En juillet, on est descendu aux alentours de 23% de chômeurs. Là, on s'est restabilisé après les fêtes et on est redescendu aux alentours de 15%. Les prévisions pensent que les taux de chômage, après ce troisième confinement, pourront remonter à 18%. Donc, il s'agit de 130 000 chômeurs potentiels nouveaux qui se rajouteront aux 730 000 chômeurs qui existent déjà. Pour terminer, Judith, on l'a expliqué tout à l'heure dans le journal, et on voit que les chiffres sont quand même assez alarmants, des chiffres assez surprenants concernant donc ces dégâts causés par ce confinement. Et pourtant, on voit qu'au niveau macro, en fait, Israël se maintient quand même, puisque un institut économique britannique place Israël en 30e économie la plus forte du monde. Et c'est même une avancée par rapport à l'année dernière. Israël a gagné 3 places. Comment on explique qu'au niveau comme ça, macro, au niveau de l'économie mondiale, Israël réussit quand même à se maintenir? Écoutez, si vous voulez, notre chance, entre guillemets, c'est que ce n'est pas une crise israélienne, c'est une crise internationale. Donc, quand on compare la réactivité de l'économie israélienne par rapport à d'autres économies de l'OECD, on comprend en fait que l'État d'Israël a réussi à assumer, si vous voulez, cette crise de façon moins importante que d'autres pays. Donc, c'est ce que disait aussi le directeur de la Banque d'Israël il y a quelques semaines. Quand on regarde le déficit budgétaire, quand on regarde le déficit budgétaire en pourcentage du PNB et la reprise de l'économie de l'activité économique après le deuxième confinement, Israël a relativement bien rebondi. Donc, par rapport aux économies du monde, on voit que la cote de crédit d'Israël n'a pas été touchée et on voit qu'on a relativement bien assumé la crise. Il faut dire que l'économie israélienne était solide avant le Covid et qu'il y a aussi des perspectives positives. Parce qu'on voit que l'État d'Israël utilise, si vous voulez, cette crise aussi pour faire un développement, par exemple, des infrastructures de télécommunications, un développement de l'Internet, des transports aussi pour préparer la croissance qu'on prévoit être assez rapide en 2021 pour rattraper notre niveau de produit national brut. Judith Kahn, professeure d'économie à la Michlelet Hadassah et PDG de la société Meshkenta. Merci d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci. Bonne journée.